au sujet de la place des femmes dans la filière vélo. Et à la fin, on va garder une quinzaine de minutes de questions-réponses pour que vous puissiez échanger avec elle et lui poser vos questions en lien avec la présentation ou autre. Donc, ce que je vous recommande, c'est de poser vos questions au fur et à mesure de l'échange dans le chat. On a Laurence et Charlotte qui sont à mes côtés, que vous pouvez voir peut-être avec leur caméra, qui sont toutes les deux membres du bureau des femmes à vélo et donc qui sont là aussi pour traiter les questions dans le chat, répondre aussi s'il y a des petits points instantanés. Et en fin de prise de parole, on gardera ce temps d'échange pour que Florence puisse répondre à vos questions. Pour celles et ceux qui vont poser la question, ce webinaire est enregistré et donc vous pourrez avoir accès au replay vidéo. Donc, on l'enverra dans la foulée aux personnes qui sont inscrites à ce webinaire pour qu'elles puissent le consulter si jamais vous devez partir ou si jamais vous devez vous absenter. Voilà pour un petit peu de contexte. Je vais juste reprendre la parole quelques minutes au sujet de l'association Les Femmes à Vélo pour que les personnes qui ne savent pas encore de quoi il s'agit puissent en apprendre un petit peu plus. Donc comme je le disais, c'est une association qu'on a cofondée maintenant il y a quelques années, en 2022, avec la mission d'accompagner et de faire rayonner les femmes qui travaillent dans les métiers du vélo. Et donc pour ça, on a plusieurs missions. La première, c'est de développer le premier réseau national dédié aux femmes du secteur du vélo. Donc, on a plusieurs actions en lien avec ça. J'y reviendrai juste après. Et puis, la deuxième mission, c'est donc d'encourager, de valoriser la féminisation dans les métiers du vélo. Donc pour poursuivre ces deux missions, on mène plusieurs actions depuis quelques années. Une des actions fondatrices de l'association, ça a été le manifeste qu'on a porté et j'y reviendrai juste après parce que Florence a joué un grand rôle aussi dans la rédaction, la production et la diffusion de ce manifeste. Le manifeste, il est toujours en ligne aujourd'hui. Il a été signé par plus de 1500 personnes. Voilà, donc vous pouvez le consulter si vous allez sur notre site www.lesfemmesavelo.com. Vous retrouverez tous les liens. Parmi les actions, on propose également l'organisation d'afterwork, d'événements de type webinaire, donc ce qu'on fait maintenant pour mettre en réseau toutes les femmes du secteur du vélo. On a également lancé il y a quelques mois l'annuaire professionnel des femmes du vélo. Donc, vous pourrez aussi trouver tous ces éléments sur notre site internet. Je vous invite à aller le consulter et aller vous y référencer. Et puis, on a tout un travail aussi de communication avec une newsletter qu'on envoie tous les mois dans laquelle on va mettre en avant des initiatives autour des femmes dans le milieu du vélo. On est également en lien avec l'organisation européenne Women in Cycling, puisque les femmes à vélo sont la branche française de cette organisation Women in Cycling, qui représente les femmes qui travaillent dans le milieu du vélo à l'échelle européenne. Et puis, on a diverses prises de parole et un travail de lobbying auprès des collectivités, du grand public, pour porter la parole et les enjeux des femmes dans le métier du vélo. Et puis, parmi nos actions, il y a une étude aussi qui est en cours, mais on y reviendra un peu plus tard avec Florence, donc je ne vais pas m'attarder dessus, mais l'étude sur la place des femmes dans la filière du vélo, qui est un élément important de notre mission. Donc voilà pour l'association Les Femmes à Vélo. Pour adhérer, l'adhésion individuelle est à 20 € par an. Pour l'instant, on est toutes bénévoles, donc voilà, que ce soit Laurence, Charlotte, on est aujourd'hui à un bureau complet et donc on passe beaucoup de temps à œuvrer à tout ça. Et si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller adhérer sur le site. Voilà pour la petite partie sur l'association Les Femmes à Vélo. Et puis, du coup, je vais pouvoir tout de suite donner la parole à Florence pour ouvrir la partie contenu autour de France Vélo et de la filière économique du vélo avec Florence. Donc, Florence, bienvenue d'abord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce que je te propose peut-être dans un premier temps, c'est que tu nous racontes un petit peu qui tu es, ton parcours, voilà, ce qui fait que tu te retrouves aujourd'hui délégué général de France Vélo. Et puis revenir un petit peu peut-être sur ton lien avec le vélo, parce que je sais que voilà, c'est quelque chose que tu portes dans ton cœur de manière très sincère et avec plein de convictions. Merci Ophélie, merci pour cette invitation et bonjour à toutes. Ça fait plaisir de voir plein de têtes que je connais.
et d'autres que je connais moins. Et je suis ravie de pouvoir témoigner un peu de ce qu'est France Vélo, de ce qu'on essaye de faire, et puis du coup, de vous parler aussi un peu de moi. Du coup, je vais commencer par vous dire qui je suis. Donc, moi, je suis strasbourgeoise. Je fais du vélo au quotidien depuis que je vais au collège. Alors là, je vous ai mis une photo de mon lycée, Fustel-de-Coulanges à Strasbourg, où en 1995, il fallait pas arriver en retard pour avoir une place pour son vélo. Donc là, on voit encore le parking à vélo qui était devant. Je pense que Colline, elle connaît, et d'autres personnes peut-être aussi. Donc voilà, c'est vrai que d'être strasbourgeois, ça me fait que j'ai une pratique du vélo du quotidien depuis toujours, plus de 30 ans, et j'ai toujours continué ça tout au long de ma vie. J'ai pas de voiture, et j'ai déplacé mes enfants qu'à vélo, sachant que je suis une grosse frustrée du vélo cargo, parce que je suis avant le vélo cargo, quoi. Je suis professionnellement, donc moi j'ai fait des études d'urbaniste. Et au début de ma carrière, très rapidement, je me suis occupée de tout ce qui était nouvelle mobilité. J'ai eu la chance du coup de mettre en œuvre Vélib, puis Autolib, dès le lancement. Donc du coup, j'étais chef de projet pour l'implantation des stations Vélib en 2006, entre 2006 et 2009. J'ai continué dans l'urbanisme sur d'autres sujets. Et puis en 2017-2018, j'ai commencé à travailler avec le député Guillaume Gouffier-Valente, en le mettant au vélo. Donc c'est moi qui lui ai fait prendre un vélo de fonction qu'il a, avec d'autres, impliqués sur ces questions-là. Alors, je travaille beaucoup sur les questions des droits des femmes et sur les questions de vélo et de métropole du Grand Paris. Enfin, comme quoi, on ne se refait pas. Ça vient de loin. Tout cela nous a, en 2021, 2021-22, il a eu un rapport de la part du Premier ministre, donc le député Guillaume Gouffier-Cha, sur un rapport parlementaire sur l'économie du vélo en France, que du coup, je me suis occupée, j'étais en charge de la rédaction de ce rapport. Donc, du coup, j'ai fait un certain nombre de choses, dont des voyages d'études au Portugal. J'ai visité énormément d'usines à vélo. Je dis souvent que je suis certainement la seule femme qui connaisse toutes les usines de vélo de France. Il m'en manque quelques-unes, mais je pense que c'est vrai. Voilà. Et donc, du coup, ce rapport m'a amené après à m'a proposé de m'occuper de la structuration de la filière économique du vélo à partir de 2023. Et donc, c'est mon poste actuellement. Donc, cette filière économique qui a été structurée, qui a été reconnue notamment par un contrat de filière. Voilà en 2 mots. Et sinon, je suis mère célibataire de 2 enfants et je fais aussi de la politique à côté. Voilà, pour le côté, la petite touche perso. Ça, Parfait. c'est moi. Merci pour cette présentation. Et oui, en fait, c'est dans le cadre, à l'époque, dans le cadre de tes fonctions d'attaché parlementaire du député, justement, Guillaume Gouffier, qu'on a été amené à se connaître et à collaborer, notamment, j'en ai parlé un petit peu en introduction, pour la rédaction du manifeste qui a été porté par l'association Les Femmes à Vélo, parce que toi, de par tes fonctions, tu constatais les limites les difficultés rencontrées par les femmes dans le secteur du vélo. Nous, on était en train de lancer l'assaut aussi Les Femmes à Vélo, et puis il y a eu plusieurs autres contributrices. Je pense notamment à Anne-Gaëlle Clos aussi du Grand Plateau qui partageait aussi ce constat. Et donc, on avait formé un peu le noyau dur, l'embryon de ce collectif où on s'est dit, en fait, il faut qu'on se réunisse ensemble et qu'on crée quelque chose. Et donc, c'est comme ça qu'est né ensuite le groupe de travail un peu plus structuré autour de la rédaction du manifeste et puis la diffusion. Et donc, voilà, il a été porté et produit aussi grandement sous ton impulsion, Florence. Donc merci d'ailleurs pour tout ça. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de ton portrait, je te propose de basculer un petit peu sur France Vélo et puis que tu nous présentes aujourd'hui de manière un peu très concrète ce qu'est France Vélo, la structure, son rôle, comment elle est organisée au sein de l'écosystème vélo en France et puis ses missions. Merci. Ouais, donc du coup, France Vélo, vous en avez certainement un petit peu entendu parler. C'est une structure souple de coordination de toutes les associations, de toutes les organisations qui sont actives dans l'économie du vélo. Ça part d'un constat donc, de ce rapport parlementaire dont je me suis occupée. Ça s'est poursuivi par l'organisation d'états généraux de la filière qui ont lieu en septembre 2021. Et puis, septembre 2022. Et puis, ça s'est poursuivi par la rédaction d'un contrat de filière. Un contrat de filière, c'est un programme de travail pluriannuel
entre l'État et tous les membres de la filière, tous les membres privés, semi-publics, tous les différents acteurs de l'économie du vélo. Et ce contrat, du coup, il a été signé en juin 2024, à une période assez turbulente, enfin, un certain nombre de turbulences, donc par 6 ministres qui montrent bien que ça couvre plein de sujets. Et donc, du coup, après avoir travaillé à la rédaction, maintenant, il faut le mettre en œuvre. Alors, si on poursuit, France Vélo, comme je dis, aujourd'hui, c'est 15 membres. Donc, vous avez en première ligne les 5 membres fondateurs. Donc, la FUB, je pense que vous les connaissez tous, l'Union Sport et Cycle, la PIC, le réseau Vélo et Marche et France Vélo Tourisme. Donc, dès le début, on avait aussi bien les consommateurs, les collectivités locales, l'industrie, le tourisme. Et puis, sont associés à nous 7 autres associations ou fédérations majeures. Donc, bien entendu, les fédérations sportives, la Fédération française de cyclisme, de vélo, mais également les représentants des artisans du cycle, la Fédération des acteurs du vélo public, la Fédération des acteurs du vélo en entreprise, les moniteurs cyclistes français et les boîtes à vélo. Et la troisième ligne, c'est les 3 clusters qui existent en France. Donc, SIGO, c'est dans le Grand Ouest. Vélo Vallée, c'est en Occitanie. Et CARA, c'est Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc du coup, tous ensemble, on travaille, on se réunit régulièrement pour valoriser l'économie du vélo et porter un certain nombre de projets. Et si tu peux passer à la slide suivante, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que ce n'est pas une filière industrielle, hein, c'est une filière économique. Et c'est vraiment important de voir que on vise à représenter tout l'écosystème du vélo en France, que vous voyez là un peu schématisé. Donc, c'est aussi bien les gens qui travaillent sur les questions de sport, d'événements, de santé, de tourisme, mais également tous les gens qui sont en charge des aménagements, des infrastructures cyclables, le monde de l'industrie, le monde de la distribution, bien entendu, mais tous les services associés. Parce que si on n'a pas l'ensemble de l'écosystème qui fonctionne et qui est présent en France et qui se développe, eh ben, on n'aura pas plus de cyclistes. Donc ça, c'est vraiment important de bien comprendre qu'on a voulu porter une filière économique et pas une filière industrielle uniquement. Donc voilà, mon enjeu, c'est pas juste de produire des vélos, c'est vraiment de faire en sorte qu'on fasse plus de vélos. Donc on s'est mis des objectifs, donc ça c'est les missions de la filière vélo de manière assez sommaire. Donc bien entendu, il y a ce contrat de filière que vous pouvez trouver en ligne, mais qui est un document assez administratif, qui est pas qui est assez rébarbatif, hein, et qui du coup l'enjeu c'est aussi mettre en œuvre ces projets. Il y a tout un enjeu de promotion, de lobbying. Moi j'aime bien dire, voilà, parfois je suis en charge aussi du lobbying pour l'économie du vélo en France. Faire valoir les membres, faire valoir toutes les activités dans leur diversité pour faire grossir le gâteau de l'économie du vélo et de faire en sorte qu'il y en ait plus pour tout le monde autour du vélo, quoi. Et bien entendu, valoriser l'impact et le poids de la filière économique. Et par ça, déjà, il faut avoir quelques chiffres, il faut un peu se connaître aussi. Parce que si cette filière, elle est neuve, elle est jeune, elle manque de données. On n'a pas assez de data autour de l'économie du vélo en France, et donc ça, c'est aussi une de nos missions premières. Donc, dans le contrat de filière et dans les premiers projets qui ont eu lieu en 2022, au moment du boom du vélo, on était ultra ambitieux, on s'était donné ces objectifs-là. Vous pouvez le voir, donc on voulait assembler plus de 2 millions de vélos en France. Cela dit, sur ce sujet-là, on a bien avancé, au sens où on a beaucoup d'usines d'assemblage qui se sont montées ou qui se sont développées. Mais maintenant, il faut que les vélos suivent. Il y avait un enjeu de fabriquer des cadres. Il y avait un enjeu de passer à 100 000 emplois. Ça, je pense que je vous donnerai des éléments peut-être par la suite. D'ici 2030, c'est un peu encore ambitieux, mais ça dépend comment on compte les choses. Et bien entendu, il y a tout ce qui est autour de la structuration des pistes cyclables, la production. Là, on est autour de 80 000, 74 000, je crois, autour de mémoire. Donc, du coup, on va continuer à promouvoir parce que donc l'importance de produire des pistes cyclables. Parce qu'au niveau de l'économie du vélo, la première chose que vous diront tous les entrepreneurs, tous les acteurs de l'économie du vélo, c'est que si vous voulez aider l'économie du vélo, il faut produire des pistes cyclables sécurisées, des infrastructures, des aménagements sécurisés pour la pratique du vélo. Et bien entendu, il y a toute une dimension tourisme hyper importante, surtout dans notre beau pays, et donc qu'on accompagne auprès des autres acteurs qui sont en charge de ce sujet-là.
Alors, donc, tout ça, ça se décline en un certain nombre de projets que je ne vais pas vous détailler, que vous pouvez retrouver facilement sur notre site ou dans différentes publications. Donc, ça, c'est les 22 projets du contrat de filière. Il y en a 22 et il y en a 16 prioritaires. Donc, il y a tout un axe réindustrialisation sur lequel on a pas mal avancé, notamment avec un appel à projet industrie du vélo. Tout un axe transition écologique. Un autre axe autour de la formation, des compétences. Un autre sur le tourisme. Et le dernier, c'est tout ce qui est, ce que je vous ai dit, évaluation, communication, mieux connaître la filière vélo pour pouvoir mieux en parler et mieux la valoriser. Donc là, on avance sur ces différents sujets. Justement, est-ce que, donc là, tu nous as donné une présentation un peu globale, voilà, des enjeux, des missions, des projets de France Vélo. Est-ce qu'on peut s'attarder un petit peu sur les projets en cours et notamment ceux que tu portes autour de ce contrat de filière? Oui, alors là, vous avez un peu les différents groupes de travail qui sont en cours au niveau du contrat, au niveau de la filière vélo. Donc, on n'avait pas attendu la signature du contrat de filière pour vraiment commencer à travailler, notamment sur des labels vélo. On a un label qui s'appelle le Cycloscore, un autre qui s'appelle l'Indice France Vélo, dont je vous parlerai tout à l'heure, qui sont déjà en œuvre. On s'est battu pour avoir des aides pour réindustrialiser la France autour du vélo. Donc, il y a 55 millions qui ont été rendus disponibles dans le cadre d'un appel à projet France 2030. Ça, c'est date d'avril 2024. Et donc là, la deuxième relève, enfin, c'est en cours d'audit. Et un certain nombre d'entreprises qui devraient en être bénéficiaires. On travaille également à améliorer la formation initiale sur les aménagements cyclables et sur les politiques modes actifs. Le principe, c'est que si on veut avoir des aménagements cyclables de qualité, il faut que les ingénieurs, les jeunes urbanistes, les jeunes responsables de la ville soient formés à ces questions-là. Parce qu'en France, on forme très mal au vélo. On enseigne mal le vélo et les aménagements cyclables. On travaille sur une étude prospective sur les emplois dans le vélo avec l'AFPA. Et on a également une étude sur la place des femmes dans l'économie du vélo. Donc ça, c'est les sujets qui ont été lancés en 2024. Et puis là, on a 3 autres enjeux importants. C'est donc, surtout les 2 premiers, c'est développer l'accès au vélo via l'employeur. Donc ça, c'est comment faire en sorte que le leasing vélo, qui est sur lequel on a pas mal de retard en France, se déploie bien mieux et soit mieux accompagné au niveau fiscal. Et le deuxième sujet, donc, c'est l'enquête emploi de la filière. On avait fait une première enquête en 2023 sur le chiffre 2022 qui montrait qu'il y avait 47 000 emplois équivalents temps plein dans la filière vélo. Et cette enquête avait certaines limites et on voulait la remettre à jour. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait quelque chose qui est la page suivante. Normalement, voilà, alors c'est illisible. C'est illisible à cette taille-là ou alors vous avez un très grand écran. Mais pour travailler sur cette question d'emploi, on a commencé tous ensemble à réfléchir aux différentes familles de métiers de la filière vélo. Et donc, je vous l'ai un peu montré déjà dans la question de l'écosystème au début. Mais en fait, pour connaître un peu les emplois, il fallait qu'on sache comment les compter, comment les répartir et autres. Donc, du coup, on a fait 6 familles. La famille de la distribution et de la vente, et du coup également de la réparation. La famille que tout ce qui est production, production de vélos, production de composants pour les vélos, production d'accessoires, il ne faut pas les oublier, production également de stationnement vélo et de tous les aménagements autour du vélo. Ça, c'est la version comme production. Après, il y a le côté transport à vélo. Sur le transport à vélo, vous avez la cyclo-logistique, bien entendu, mais vous avez également tout ce qui est plateforme repas-courses, donc Uber Eats et autres, tout ce qui est transport de personnes, et enfin la distribution postale, parce que c'est important également. On a 3 autres familles de métiers. Tout ce qui est sport, loisirs, tourisme, parce que les liens entre le sport, les loisirs et le tourisme sont souvent assez forts. Et là, on a détecté beaucoup plus d'emplois qu'en 2023, en prenant en compte notamment tout ce qui est sportif professionnel et le staff, tout ce qui est lié aux infrastructures sportives et bien entendu de tout ce qui relève des événements et du tourisme à vélo. Le service, c'est un peu fourre-tout parce que comme le vélo explose dans tous les sens, il y a plein de nouveaux services qui se mettent en place.
Et puis, le dernier point, c'est l'aménagement cyclable. Et donc, sur cette base, on a cherché à recenser le nombre d'emplois sur l'ensemble de la filière vélo. On a également travaillé, vous êtes au courant, pour certaines d'entre vous, à définir le taux de féminisation de ces différents métiers. Et donc, on va présenter les résultats prochainement. Mais autant on avait 47 000 emplois recensés en 2023, autant là, on a plus de 60 000. Parce qu'il y avait des secteurs qu'on avait mal identifiés. Vous voyez, c'est important d'identifier les choses, de se mettre d'accord sur une typologie. Une fois qu'on a cette typologie, on peut mettre des chiffres en face, on peut aller les chercher, chercher les informations de manière la plus fine possible. Et on s'est rendu compte qu'il manquait plus d'une dizaine de milliers d'emplois équivalents temps plein, en particulier du côté des sports, loisirs, tourisme et du côté de l'aménagement cyclable, qui est en fait un secteur où il y a plus de 10 600 personnes qui travaillent en France, 10 600 ETP, donc beaucoup plus de personnes qui sont concernées, qui travaillent en France, que ce soit dans les collectivités locales, que ce soit dans la mise en œuvre des aménagements cyclables, notamment dans les travaux publics, que ce soit en expertise. Voilà. Donc ça, c'est un travail qui a été pas mal visible et qui a pas mal de succès et qui relève vraiment du coup de cette nécessité de mieux connaître les familles de métiers de la filière vélo, de se mettre d'accord pour pouvoir après avancer ensemble. Autre projet important pour nous, donc c'est les réflexions qu'on a eues autour des labels vélo. Donc, il y a pas mal de scores, de démarches qui visent justement à la transparence, à l'information du consommateur sur la qualité, sur les efforts que font les entreprises visant à la durabilité, à la réparabilité, à être le plus propre possible au niveau de la responsabilité sociétale et environnementale, enfin le plus ambitieux possible sur tout ce que c'est volé RSE. Et donc, avec l'ADEME et la FNOR, on a travaillé en 2024 sur un cycle score. Donc, c'est un label pour les vélos qui sont faits de manière durable et responsable. Alors, il y a deux lignes, il y a un volet sociétal et il y a un volet environnemental. Sur ce modèle-là, vous avez une note B en environnemental, une note A en sociétal, ce qui fait une note sociétale globale d'un cycle score de A. C'est vraiment appuyé sur l'analyse du cycle de vie, c'est appuyé sur un certain nombre d'enjeux sociétaux. On prend en compte les conditions de travail, on prend en compte toutes les mesures qui sont faites pour promouvoir les mobilités durables, pour promouvoir l'inclusion, notamment des personnes en situation d'apprentissage, d'handicap, et également pour promouvoir l'égalité au sein des entreprises qui fabriquent des vélos. Et donc, c'est le premier score, d'ailleurs, qui comprend un volet égalité. Et donc, on a travaillé à toute une liste d'actions qui peuvent être promues, y compris dans des toutes petites structures, pour promouvoir l'égalité dans les entreprises qui fabriquent des vélos. Et en parallèle, on a également travaillé un indice France Vélo qui rend compte à quel point ce vélo est-il vraiment français en mettant en valeur 5 étapes de la fabrication d'un vélo, donc la conception et l'assemblage, conception, puis assemblage. Il faut absolument que la conception et l'assemblage soient français pour pouvoir y prétendre. Puis après, il y a tout ce qui est peinture décor, et puis deux seuils, un seuil de 15% en valeur ajoutée de composants français, et un seuil à 40%, qui est très ambitieux. 40%, vous avez un moteur français ou un cadre français pour un vélo musculaire. Ouais, on ne voit pas trop le deuxième seuil, mais il est ici. C'est le seuil de 40%. Oui, le deuxième seuil, il est grisé là, oui, parce que il faudrait que je le remette en non grisé sur la slide. Et voilà, du coup, sur ces deux labels, en termes de diffusion, enfin, ils sont aujourd'hui actifs. Alors, à l'occasion des Pro Days et donc de la deuxième journée France Vélo qu'on organise le 7 juillet, je vous y invite toutes et tous, et ben, du coup, on va présenter les premiers vélos cycle scorés. Ça prend toujours plus. En fait, il y a le temps où tu prépares le référentiel, où tu fabriques le référentiel autour du label. Et puis après, il faut cycle scorer les vélos et ça prend toujours un peu plus de temps que tu ne l'imagines. Voilà. Donc là, oui, les premiers vélos vont sortir. On va communiquer dessus donc début juillet. Parfait. Et sur la partie l'indice France Vélo, lui, il est déjà. Alors, l'indice France Vélo ne peut être fait qu'en complémentarité du cycle score. Il n'est pas indépendant. Donc, on considère que pour prétendre à l'indice France Vélo, il faut avoir déjà une démarche en termes de cycle score, et donc de RSE. Et donc, les deux sont mis en œuvre en même temps. Mais c'est une option. L'indice France Vélo est une option par rapport au cycle score. D'accord.
Mais le cycle score est nécessaire pour prétendre à l'indice France Vélo. Ok, très clair. Donc ça, c'est pour un deuxième projet sur lequel vous avez travaillé en 2024-2025. Il y a également, tu l'as déjà mentionné, moi aussi en début de présentation, ce sujet sur la place des femmes dans la filière vélo et notamment l'étude qui est quelque chose qui est porté avec conviction, en fait, depuis le manifeste, on y revient toujours, mais dès la rédaction du manifeste, parmi les points qu'on mentionnait et qu'on revendiquait, il nous semblait indispensable de pouvoir mesurer, avoir des chiffres et de la data fiable pour servir de base, pour ensuite mettre en place des mesures pour plus de féminisation de la filière. Et donc, après des mois et des mois et des mois de travail, d'échanges ensemble, et c'est pas simple, tout le monde y met beaucoup de bonne volonté, mais aller rassembler plein d'acteurs, c'est toujours, ça prend toujours du temps. Mais finalement, ça y est, ce projet est en cours. L'étude est lancée depuis le premier, je crois, copie, il a eu lieu en décembre 2024. Et donc, il est porté aussi grandement par la filière France Vélo. Et puis, nous, l'association, on est aussi évidemment au comité de pilotage et on fait partie aussi des cofinanceurs. On est vraiment contente et ravie de pouvoir participer à ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet d'étude sur la place des femmes dans la filière vélo, s'il te plaît? Oui, donc du coup, effectivement, comme tu viens de le dire, on a lancé un appel d'offres pour réaliser cette étude sur la place des femmes dans la filière vélo et comment l'améliorer, quel plan d'action pour faire évoluer la situation actuelle. Et donc, du coup, déjà, je voudrais remercier Céline Crouzet qui m'accompagne et qui représente l'association Les Femmes à Vélo sur ce sujet-là et qui fait un travail, qui a passé beaucoup de temps bénévole pour auditionner les 13 offres qu'on a reçues. On a eu énormément de très belles candidatures pour répondre à cette étude sur la place des femmes dans la filière vélo. Alors, le premier enjeu pour nous, c'est d'avoir un état des lieux, parce qu'on ne sait pas exactement combien on est combien de femmes compte l'économie du vélo. On a tous une sensibilité, des ressentis et autres. Il y avait des chiffres qui circulaient entre 11-15% de femmes dans la filière vélo. C'est très disparate, parce qu'on a des industries où il y a quand même pas mal de femmes. Certaines usines, c'est plus de 50% de femmes. Par contre, dans les ateliers de conception, dans les bureaux de conception de vélo, là, il n'y en a quand même vraiment pas beaucoup. Si je parle du côté production, si on va dans d'autres secteurs comme la formation, pendant longtemps, les moniteurs, c'était des hommes, mais on voit, et la FFC a fait pas mal d'efforts aussi dans ce sens-là, sur une féminisation de ces métiers côté sportif, mais également avec le développement du SRAV, il y a plus de femmes qui s'engagent dans la formation en tant que moniteur, dans différents titres et différents diplômes que cela peut permettre de porter. Donc, du coup, on a fait, dans le cadre de l'enquête emploi, on a cherché à avoir des taux de féminisation par métier, pour tous les secteurs. Et donc là, les roues libres qui ont gagné cet appel d'offres en association avec l'INED, donc l'Institut national d'études démographiques, sont en train d'analyser les chiffres pour nous pour nous sortir des données statistiques globales sur la filière, mais également par secteur. Elles vont également étudier la visibilité des femmes dans la filière vélo, que ce soit dans les différentes instances, que ce soit dans les prises de parole, que ce soit même dans les médias. C'est un enjeu important. On a tout un enjeu également de définir des rôles modèles qui donnent envie à d'autres femmes de venir travailler dans la filière vélo et puis mettre en valeur les bonnes pratiques existantes et afin de travailler dans une deuxième phase à la définition d'un plan d'action qui permettrait de développer la place des femmes dans l'économie du vélo. Donc, on parle de définir, de faire des préconisations concrètes, d'avoir des objectifs chiffrés, et puis de mettre en valeur justement des rôles modèles. Et je pense que tout cela ne peut pas se faire sans l'association des femmes à vélo.
Donc, c'est sûr que on est dans une complémentarité sur cette étude. Étude qui est financée également, en plus de France Vélo, en partie par l'ADEME, en partie par la métropole de Lyon, pour les Lyonnaises, voilà, en partie par CARA et donc par l'Association des femmes à vélo. Donc, on a un certain nombre d'acteurs qui ont été partants pour, grâce à nous toutes aussi, il faut le dire, on est allé chercher l'argent pour vraiment essayer d'avoir cette première étude. Alors, qui est frustrante, parce que sur certains secteurs, effectivement, on n'aura pas forcément les chiffres les plus fiables et les plus sûrs, parce qu'il y a des secteurs où les données sont du ressenti ou de l'évaluation ou sont basées sur des sondages. Mais on se réjouit vraiment et on a la chance de pouvoir travailler avec Mathilde et avec Audrey et avec 2 chercheurs associés à l'INED sur cette étude. En termes de timing, peut-être pour que vous soyez au courant, donc effectivement, l'appel d'offres a été lancé le 8 mars. C'est original. Et on a attribué, on a décidé en mai de qui ont confié l'étude. Et un premier comité de pilotage début juin. On aura certainement des premiers chiffres en septembre, en prochain copil en septembre. Et notre enjeu, c'est de la faire sur 2025. Donc, il y a des dates comme ça. On va essayer de faire quelque chose autour de fin novembre, vous voyez ce que je veux dire, pour essayer de sortir des chiffres. Et d'avoir une communication tout ensemble. Il fera peut-être l'objet d'un autre webinaire, je pense. Certainement, sur ce sujet-là. Donc, on a, très important, on a un comité de pilotage qui est très mixte, qui englobe des personnes des 6 branches. Il y a des femmes et des hommes d'ailleurs, qui représentent les 6 branches. Donc, la FFC, parce que je vois Marie-Françoise tout le temps, donc du coup, je dis la FFC est associée avec Thierry. Il y a également des membres, des représentants du monde du tourisme, c'est très important. Secteur très féminisé, mais pas forcément très visible. Et si on veut développer la pratique et la professionnalisation, c'est vraiment très important aussi de le montrer. Des femmes du côté de la distribution, de la réparation, secteur que connaissent très bien déjà les roues libres, mais également du monde de l'aménagement cyclable. Une des Madame Vélo de la ville de Paris et d'autres personnalités qui s'impliquent, notamment côté. On a l'ancienne présidente des boîtes à vélo France qui a aussi souhaité s'impliquer dans le sujet, et des représentants de la FUB, donc notamment Colline que j'ai vu passer, qui va suivre cette étude. Donc, j'espère je suis sûre qu'on arrivera à un document qui sera assez inspirant également pour d'autres démarches qui existent et qui se mettent en place à l'échelle européenne. Je crois qu'il y a des questions. Oui, mais juste avant qu'on passe aux questions, peut-être un dernier point pour finir. On avait commencé un peu sur ton profil, ton expérience. Donc toi, en tant que femme dans la filière vélo, au sein de cet écosystème encore aujourd'hui très majoritairement masculin, mais on saura à combien de pourcents très bientôt. Est-ce que tu peux juste partager un peu ton expérience, parce que tu es une femme leader en fait à la tête d'une grosse organisation dans le secteur du vélo. Est-ce que pour toi, ton ressenti, comment est-ce que tu appréhendes ton genre dans ton rôle? Est-ce que c'est aussi synonyme d'opportunité pour toi? Je sais qu'on en a déjà un peu parlé. Donc, si tu veux prendre quelques minutes pour nous partager ton expérience, je pense que ça peut être intéressant pour pas mal de personnes ici. Alors, du coup, merci de cette question. Moi, je me la suis posée. J'ai essayé de voir comment y répondre. Déjà, je vous ai mis quelques photos avec plein de femmes, sauf une. Déjà, je pense que c'est une opportunité. C'est une sorte de chance. Ça m'offre d'une certaine manière beaucoup de visibilité, ce qui n'est pas forcément c'est pas forcément ce que je recherche, mais ça donne effectivement, quand on vient me chercher pour parler assez régulièrement de sujets de la place des femmes dans le vélo, parce que effectivement, du coup, je suis visible aussi par mon genre. Pour la petite anecdote, la photo sur l'Observatoire du cycle, qu'on est 2 femmes avec Catherine Pilon. J'ai la chance d'avoir un t-shirt féminin, ils n'en ont fait qu'un seul. Enfin, féminin, vous voyez, taillé féminin. Voilà. Et il y en a qu'un. C'est la photo de droite, là, l'Observatoire du cycle.
c'est aussi une responsabilité et j'essaye de porter de différentes manières. C'est aussi ouais, c'est aussi, comment dire, beaucoup de moments de sororité que j'apprécie énormément. J'en fais souvent la promotion, mais ce que fait Women in Cycling à l'occasion d'Eurobike, c'est la photo en bas à droite. Elles font un petit déjeuner en non-mixité pour toutes les femmes de la filière vélo présentes, enfin toutes les femmes qui bossent dans le vélo présentes sur Eurobike. Alors on n'est que 200. Bon, en même temps, je pense que tout le monde ne peut pas venir forcément, mais c'est tôt et c'est avant l'ouverture du salon et c'est un moment d'une force qui vous motive pour l'année entière après. C'est porté par des femmes vraiment très très chouettes, dont Isabelle Eberlein, si vous ne la connaissez pas, vraiment c'est vraiment super. Là, je ne sais pas combien on sera cette année, mais en tout cas, je vous invite vraiment, si vous êtes à Eurobike, à participer à ce moment-là. Cette sororité, on la vit aussi à Femmes à vélo, je pense, donc différents moments auxquels j'essaye de participer. Et c'est aussi l'implication dans le développement de moments où on met en avant les femmes. Donc l'année dernière, j'ai fait plusieurs événements que j'avais Femmes, Vélo et Liberté. Alors, vous avez à gauche la table ronde qu'on avait fait à l'occasion de Vélo in Paris. J'ai rassemblé sur cette thématique vélo et liberté. Au féminin, un certain nombre de femmes très inspirantes. Et puis, j'ai animé un autre truc avec Sifac à Tours sur le même sujet. C'était un peu la thématique de l'année dernière, un sujet que j'aime bien. Et donc, ouais, du coup, pour moi, c'est aussi une mission, parce que je me suis impliquée, j'ai suivi la dimension Jamais sans elle. Je pense qu'il y a 15 ans, il y avait un hashtag Jamais sans elle qui tournait un peu dans le milieu professionnel de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. C'était encore fréquent d'avoir des tables rondes sans femmes. Donc, un engagement à signer, une sensibilisation, à dire on sensibiliser également les hommes à ne pas intervenir en table ronde s'il n'y a pas une femme présente, si vous êtes plus que 3. Voilà. Et toujours, c'est aussi, je le fais avec plaisir, hein, mais je vais toujours parler aux femmes dans les différents contextes dans lesquels je suis, en visite d'une usine, en inauguration, en rencontre et tout, pour les encourager, à prendre la parole, pour les encourager à évoluer, pour leur montrer qu'elles ont vraiment toute leur place dans le monde du vélo. Et je voudrais juste finir peut-être sur un ressenti. Alors, moi, je me sens à ma place, même si je ne suis pas une grande technicienne. Hein, voilà. Je ne suis pas une mécanicienne du vélo, voilà, mais ce n'est pas grave. Voilà. J'aime pratiquer le vélo, je pense que ça aide, hein, ça c'est sûr. Je connais assez bien les différents segments de l'économie du vélo. Je pense réellement qu'aujourd'hui, les hommes qui travaillent dans l'économie du vélo, dans le monde du vélo, souhaitent voir plus de femmes travailler à leur côté. Voilà. Je pense qu'aussi, on est à un moment de bascule où on est dans un moment où les hommes ont vraiment compris que ce n'est pas juste changer d'image d'un milieu très masculin, c'est aussi les femmes sont une réelle opportunité pour nos business et pour tout, quoi, de l'ambiance à la qualité, quoi, et que ne peut plus faire autrement, quoi. Peut-être aussi un moment qui est peut-être plus facile de bascule, mais il faut l'accompagner, cette bascule, et il faut, et ça veut dire un certain nombre d'efforts, de vigilance, voilà, de vigilance, de mission et de mise en valeur des femmes dès que c'est possible. Super, bah écoute, merci beaucoup pour ce partage. Il est 13h15, donc c'est parfait, ça va nous laisser 15 minutes pour répondre à des questions qui ont été posées dans le chat. Hop, je vais arrêter la présentation et puis donc on va ouvrir cette partie questions-réponses. Donc il y a plusieurs questions qui avaient été posées. Si les personnes sont encore là et souhaitent ouvrir leur micro et prendre
prendre la parole pour poser directement leurs questions. Avec grand plaisir. La première question, je remonte un petit peu. La première question, c'était celle de Aurélie de GoFluo. Je ne sais pas si elle est encore là. Aurélie, est-ce que tu veux du coup la poser directement à Florence? Oui, donc en fait, nous, on a constaté qu'il y avait encore un grand frein dans la filière, c'était souvent la sécurité, que les femmes ne se sentent pas en sécurité, en fait. Et donc, je me demandais si dans votre spectre, il y avait aussi des formations, parce qu'on parle souvent, c'est logique, on prend une voiture, on a un permis de conduire. Seulement, on se rend compte que les usagers de vélo ne sont pas toujours au courant des règles de conduite, que ce soit en France. Bon, moi, je suis en Belgique pour le coup, mais, donc voilà, c'est un constat qui est assez récurrent. Des choses basiques comme le code de la route, etc. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, me semble-t-il, en France. Est-ce que là-dessus, il y a aussi des choses qui sont entreprises? Alors, en France, on a eu un meurtre, affreux en novembre avec ouais. Et donc, à la suite, il y a eu ce rapport Barbe. Et dans le rapport Barbe, un des sujets qu'on a porté, donc le rapport Barbe, c'est un rapport qui vise justement à voir comment lutter contre les violences routières. Nous, on a porté l'idée que les mises en selle ou les remises en selle puissent être financées dans le cadre des crédits de formation qu'on peut avoir. Mais il n'y a pas de groupe de travail spécifique là-dessus. Voilà, pour nous, c'est plutôt du relève de la FUB. Alors, je vais le dire tout de suite. La filière vélo, elle ne travaille que sur les sujets sur lesquels on n'a pas une association qui est spécifiquement dédiée. Vous voyez, sur la sécurité des usagers, ça sera plutôt la FUB qui s'impliquera. Sur le financement des aménagements cyclables pur et dur, ce sera plutôt le réseau Vélo-Marche. Nous, on s'occupe de sujets qui sont plus transversaux autour de l'économie du vélo. Là, c'est plus un sujet que je ne suis pas amenée à traiter, mais sur lequel on peut faire des préconisations, en lien également avec l'ensemble de ces structures qui font du plaidoyer pour le vélo. On fait partie de l'Alliance pour le vélo. On travaille avec donc une Alliance pour le vélo qui vise justement à développer la pratique. Ok, d'ailleurs, pour celles qui seraient intéressées, en octobre, il y a l'association de prévention routière qui organise quelque chose à Paris aussi, donc ça peut être intéressant. Voilà. Ok, merci beaucoup Aurélie. Et tu mentionnais Eurobike parce que voilà, en référence au petit déjeuner, qui sera aussi cette année, Aurélie, ce sera peut-être l'occasion. Oui, bien sûr. Voilà, l'occasion de croiser Florence. Voilà, donc on était là à la première, comme disait Florence, il y avait 200 personnes, je pense, quand tu étais là, Florence. Mais je crois que la première fois que je l'ai fait en 2022, on n'était pas 30. Donc Isabelle a déjà bien fait grossir le truc. Voilà, donc rendez-vous à Eurobike. Merci Aurélie. Eurobike. Merci Aurélie. On avait une question de Marine Sapet. Je ne sais pas si elle est encore, si tu es encore en ligne. Marine, je te laisse prendre la parole. Bonjour à toutes, à tous et bonjour Florence. Mais je pense que Florence a répondu un petit peu en disant que si le sujet est porté par une association, c'est pas la filière. Ma question, ça concernait aussi le bonus réparation vélo parce qu'il est actif, il est très peu finalement, je crois, déployé. Notamment parce que le process est trop lourd pour les magasins. Et je voulais savoir si c'était un sujet que vous regardez pour essayer d'améliorer les choses, parce que la réparation du vélo, c'est un vrai sujet aussi. Le parc augmente, donc plus effectivement il va y avoir d'utilisation de vélo, plus il va y avoir de demandes de réparation. Et c'est un vrai sujet et sur lequel les coups de pouce, évidemment, sont appréciés de la part des utilisateurs. Mais du coup, il y a une enveloppe et je pense qu'elle n'est pas bien utilisée du fait du process. Ouais, je pense que on partage à peu près cette problématique. Alors, c'est un sujet qui est suivi par l'Union Sport et Cycle, puisque c'est de l'ordre des metteurs des marches sur le marché. Donc, effectivement, on peut avoir des bonus de l'aide de 15 € pour la réparation, mais il faut passer par des réparateurs qui se fassent agréer. Donc, c'est un process un peu compliqué qui est fait avec Roseau aussi. Enfin, bon, bref, je connais la technique, mais l'enjeu, pour l'instant, oui, effectivement, voilà. Je laisse l'USC en tête de ligne là-dessus. Ouais. Parce qu'ils sont plus nombreux que moi aussi, accessoirement. Donc, oui. J'imagine. Alors, je pensais plus au bonus réparation qui est de l'ordre de 50 € et qui est porté par Écologique. Donc, il y a peut-être deux. Et en fait, la difficulté, c'est pas tant de se faire agréer. Il y a un petit parcours qui est pas forcément. Enfin,
très simple et ça va. Après, c'est pour chaque dossier en fait qu'on doit faire. Enfin, je pense que ça prend 15-20 minutes au réparateur et du coup, pour lui, c'est pas du tout rentable. Et voilà, donc je pensais plutôt à celui-là. Et c'est toujours dommage de se dire qu'il y a des enveloppes et qu'elles ne sont pas consommées, en fait, qu'elles n'arrivent pas aux consommateurs. Alors, je vois Graciela qui trépigne. qui a l'air un peu sceptique. Non, il y avait un bonus vélo de 50 €. Mais celui-là, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré au moment de la fin du Covid. Et par contre, on réfléchit à plein de démarches pour essayer de valoriser les réparations et faire en sorte qu'elles soient. C'est pas qu'elles soient moins chères, parce que c'est important également que la réparation soit payée au juste prix et qu'on ait des gens qui gagnent bien leur vie en réparant des vélos. Je pense que moi, c'est plutôt mon enjeu, c'est de faire comprendre que quand on fait 2000 km par an avec un vélo à assistance électrique et que vous faites des pointes à 35 km/h et que vous êtes en milieu urbain dense ou dans des secteurs complexes, c'est normal de payer un peu pour avoir un vélo en bon état. Moi, je veux plutôt essayer de faire en sorte que tout le monde gagne mieux sa vie dans le vélo. C'est un enjeu très fort pour moi aussi. Donc, du coup, effectivement, il faut travailler sur l'acceptation à payer. Il faut le développer, effectivement, tout ce qui peut accompagner dans le cadre des démarches sur les filières REP pour comment dire, avoir des aides à la réparation. Mais il faut quand même répéter que la réparation se porte bien. On a un nombre de réparations qui augmente en France. Voilà, donc ça, c'est important. C'est bien, les gens font réparer leur vélo, ça fait quand même un bon signe sur la pratique. Et donc, du coup, voilà, plutôt travailler sur la réparation, un secteur d'avenir, un secteur qui embauche et dans lequel les femmes ont toute leur place. Je ne peux qu'être d'accord. J'ai un atelier de reconditionnement et de vente de vélos et qu'on a ouvert à l'entretien. Donc, on connaît bien le sujet et voilà, on peut en discuter sans problème. On en reparlera, Marine, avec plaisir. Merci. Tu mentionnais Graziella Florence qui a une question. Je ne sais pas si Graziella, tu veux ouvrir ton micro pour la poser directement sur le nombre d'emplois. Oui. Vas-y. Oui, c'est super, ces emplois qui ne font que grossir au fur et à mesure des années. Donc, tu as parlé de 60 000 emplois et je ne savais pas si l'info était sur le site. Moi, j'avais trouvé les 47 000, mais je n'avais pas le détail. Donc, je ne savais pas si on pouvait les trouver ou pas. Mais écoute, le document est en cours de relecture pour tout te dire. Donc, je ne dis pas les chiffres exacts et tu ne le trouveras pas en ligne. J'ai juste communiqué sur la partie aménagement cyclable. Parce que c'est un secteur où on n'avait que 1500 emplois inscrits enfin recensés en 1300, je crois, mais en 2023. Et là, on est passé à 10 600, notamment suite à un partenariat avec la Fédération nationale des travaux publics qui voit vraiment très positivement le développement des aménagements cyclables malgré la fin des aides de l'État. Ça ne veut pas dire qu'on arrête de faire des pistes cyclables, ça continue et c'est important de montrer que c'est un secteur important d'avenir et dans lequel en fait il y a pas mal de femmes expertes qui travaillent. Et donc les chiffres, vous les aurez le 7 juillet ou un peu avant en fonction de notre stratégie de communication, mais c'est autour de cela. Et si je peux, Ophélie, j'avais une deuxième question sur la dimension européenne de la filière, puisque donc j'ai pris connaissance du label Vélo Origine France, quoi. Enfin, voilà. Et est-ce qu'il y a une réflexion européenne aussi derrière? Parce que c'est vrai que les synergies, notamment au niveau de l'industrie, elles sont nombreuses. À partir du moment où il y a quand même une relocalisation européenne, je pense à pas mal d'entreprises qui ont pu manufacturer maintenant, assembler leurs vélos en France du fait de, par exemple, la filière portugaise de production de cadres ou République tchèque, etc. Voilà. Alors, à l'échelle européenne, il faut voir qu'il y a eu la stratégie européenne pour le vélo qui a été signée par la Commission, le Parlement et le Conseil de l'Europe en avril 2024 et qui a du coup toute une dimension autour du développement de l'industrie européenne du vélo. Donc maintenant, il faut le traduire en actes et donc ça se prépare. Donc sur la dimension européenne du vélo, nous, on est bien entendu convaincus que la France ne travaillera pas tout seul, que ce qu'on est dans un contexte européen, c'est ça qu'il faut favoriser et développer également. On est en relation
on ne peut pas dire étroite, mais en fait, on échange quand même pas mal avec nos homologues allemands, scandinaves, notamment, enfin, je sais pas, hollandais ou danois. À l'international, j'ai parfois tendance à nous présenter comme la French Cycling Embassy, parce qu'on a cette mission-là un peu de représenter le secteur là, de la qualité française du vélo, de l'économie du vélo dans ces différents segments. On va travailler également on va signer une convention avec Business France dans 2 semaines pour à la fois promouvoir l'expertise française vers l'international, mais également attirer des capitaux étrangers vers la France. Donc, dimension européenne, forcément, puisqu'il y a cette stratégie européenne, puisqu'il y a des relations avec les autres, puisque les uns les autres, on s'inspire de ce qu'on fait, et il y a un vrai enjeu de partager des données, partager des démarches, partager également peut-être des financements demain. Là, on se bat pour que, par exemple, pour vous donner une idée de dimension européenne des projets sur lesquels je peux travailler, il y a un truc qui s'appelle le Fonds social climat, qui vise du coup à aider les personnes qui sont en précarité, notamment par rapport aux enjeux climatiques, donc notamment pour questions de mobilité, questions de bâtiments en particulier, les accompagner. Et nous, on se bat à l'échelle européenne pour que le leasing social, qui c'est souvent concerne que la voiture électrique, soit également étendu au vélo. Et donc, on échange pour faire en sorte que ça soit potentiellement pris en compte dans la feuille de route française. C'est un exemple. Mais pour vous dire que la dimension européenne, elle est vraiment forte, avec des enjeux sur l'identification, sur compter le nombre d'emplois, pouvoir se comparer. Un certain nombre de pays nous ont envié notre appel à projet industrie du vélo, parce que c'est la première fois qu'un État européen accompagnait spécifiquement l'industrie du vélo pour la réindustrialisation. Donc, on échange, on essaye de mettre en valeur ce qu'on fait et s'inspirer des autres. Et sur le sujet plus spécifique du prisme de la place des femmes dans la filière, on collabore beaucoup aussi, on l'a mentionné, avec Women in Cycling. Et quand tu dis que beaucoup de pays s'inspirent un peu de ce qui est fait en France sur l'industrie, sur ce sujet de l'étude, au sein d'autres groupes européens, Women in Cycling, que ce soit le transverse européen ou les différents réseaux nationaux, on est beaucoup aussi observer là-dessus pour ensuite les aider, les accompagner à eux aussi, elles aussi, parce qu'elles sont face aux mêmes enjeux dans les différents pays, aller accompagner ce recensement et ces études sur la place des femmes dans les filières. Donc, c'est aussi un sujet très transverse et très, très européen. Ouais, les Allemands doivent présenter quelque chose à Eurobike également sur ce sujet-là. Ouais. Et Et nous, avec les femmes à vélo, tous les mois, on est en comité de pilotage avec justement ce réseau européen Women in Cycling, avec les antennes nationales pour pouvoir échanger sur les différentes actus, enjeux. Enfin voilà, on essaye aussi de collaborer, de s'aider et de travailler ensemble. Sur le sujet de l'étude, il y avait une question de Sarah. Je ne sais pas si Sarah est encore en ligne, si elle veut prendre la parole ou pas. Oui, je suis là. Eh bien, vas-y, Sarah, on t'écoute. Merci pour ce temps. Moi, c'est ma première fois sur un webinaire des femmes à vélo. Donc, c'est très chouette parce que moi, je suis éducatrice mobilité à vélo du côté de Nantes et je travaille qu'avec des hommes. Et voilà, autant ils sont sympathiques, autant des fois, ça fait du bien de se retrouver entre femmes. Et du coup, je découvre aussi un peu la filière vélo et tous les métiers qui sont présents. Et donc, notamment, je voulais savoir, là, sur l'appel d'offres pour l'étude sur la place des femmes dans la filière vélo, je veux savoir quel type d'acteurs avait répondu à ça. Est-ce que c'est que des sociétés qui font des études ou voilà, par curiosité, je voulais savoir. Non, c'est une super bonne question parce que moi, j'ai été surprise par la diversité en fait des structures qui ont répondu. Elles étaient toutes quand même d'une manière ou d'une autre proches du vélo, déjà travaillé sur le vélo, mais selon des segments très différents. On a eu des bureaux d'études spécialisés dans le sport qui ont répondu. D'autres, plusieurs, je pense plus de la moitié, qui étaient des bureaux d'études qui faisaient des plans vélo en termes d'aménagement cyclable. On a eu des bureaux d'études comme EY, qui sont plus généralistes, qui nous ont aussi fait une réponse. Et donc, voilà, surtout aménagement cyclable,
un peu sport et d'autres généralistes. En fait, ce qui manquait souvent dans les réponses, c'était une approche sur comment, enfin, genrer de l'économie, quoi. Comment, avoir un peu d'expertise sur cette capacité à faire des préconisations et vraiment de pouvoir accompagner le développement de la mixité. Voilà. Et donc, c'est sur l'ensemble des 13 réponses, on en a sélectionné 3, 4 qui avaient cette approche-là également, qui était attendue. Hein. Et du coup, ben voilà, on va finalement travailler donc avec la structure qui s'appelle les roues libres. Mais franchement, pour le chien d'œil, c'est surtout des femmes qui ont fait les réponses aux appels d'offres en question, avec souvent des réponses de très grande qualité. Et c'était, moi, j'étais juste presque triste d'en avoir autant par rapport au fait que c'est beaucoup de travail de faire des réponses à des appels d'offres quand on a 13. Tu vois, il y a tellement de femmes qui ont passé du temps à produire ces documents-là. Ça fait pas un peu mal au ventre de ne pouvoir qu'en sélectionner qu'une seule. Ok. Et juste sur le leasing social, qui est une super idée, vraiment, il faut l'élargir à tous les types de vélos parce que moi, j'en forme des femmes précaires. Et puis souvent, quand arrive la réalité d'acquérir un vélo, voilà, on se heurte à un mur. Il faut souvent transporter des enfants, des personnes qui peuvent être handicapées. Donc, un simple vélo musculaire reconditionné, ça ne fait pas le job pour pas mal de ces femmes-là, en fait. Mais Donc, Sarah, j'en suis absolument convaincue et je suis jamais plus heureuse que de voir une femme issue de l'immigration avec ses 2 gamins sur une piste cyclable avec un vélo cargo adapté et de qualité. Pour pouvoir et qui est à l'aise en plus dans une circulation dense style rue de Rivoli. Et donc vraiment sur le leasing social, il faut qu'on trouve des moyens, maintenant qu'il n'y a plus d'aide à l'acquisition de l'État, il y a toujours des aides à l'acquisition locale, mais il faut aussi faire du plaidoyer de ce côté-là pour que les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un vélo à 5 000 €, même à 2 500 €, mais alors que ça répond à leurs besoins et que de toute manière, ils ne passeront pas le permis de conduire, puissent le faire demain. On est d'accord. Est-ce que j'ai le temps pour une dernière question ? Oui, pardon, j'en pose une qui est très rapide parce que c'est Laurence qui l'a posée, qui était très concrète. Quand est-ce que seront ouvertes les inscriptions pour la 2e journée France Vélo du 7 juillet? Est-ce que tu as l'info? La semaine prochaine. On est quel jour? Je pense lundi, mardi. Okay. Et donc, du coup, ça se fait sur les Pro Days, donc le salon des professionnels du vélo. Et le fait de vous inscrire vous permettra également de visiter le salon, sachant que c'est un salon professionnel, donc ce n'est pas pour faire son marché, hein, mais ça sera utile. Voilà. Parfait, merci. Et du coup, je te redonne la parole, Sarah. Vas-y. Ok. Ma dernière question, elle est très précise. Est-ce que quelqu'un sait comment obliger les promoteurs à respecter la loi dans la réalisation des locaux à vélo? Voilà. Eh bien, écoute, là, pour le coup, je n'ai pas de réponse. La loi reste la loi, mais on n'a pas de moyens de promotion complémentaires de ce type-là. C'est compliqué. Ok. On ne peut pas les obliger, si je peux me permettre. Oui, vas-y Marilyn, dis-nous. On ne peut pas les obliger. Moi, je travaille beaucoup avec eux. Oh. Il y a de l'écho, non? Oui, vas-y Marilyn, on a eu. Bonjour à toutes d'abord. Oui, je travaille beaucoup avec eux. Beaucoup sont volontaires, simplement dans le cadre du dispositif qui était porté par la FUB sur justement l'installation des locaux ou en tout cas des dispositifs de stationnement dans les résidences sociales. Souvent, ils ont abandonné. Ils ont essayé, ils ont abandonné parce que c'était trop compliqué à mettre en place. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire de simplification aussi dans le financement en fait et l'accompagnement de la création des solutions de stationnement. Ils sont pas forcément. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont quand même volontaires. Non, je pensais plus aux promoteurs dans le neuf qui aujourd'hui livrent des bâtiments avec des pince-roux, quoi.
Les bailleurs sociaux qui travaillent avec les promoteurs, du coup, parce que quand ils sont en création ou en réfection de quartier, c'est eux qui sont derrière. Ouais. Moi, je trouve, en Île-de-France en tout cas, qu'il y a une vraie volonté de leur part. Une association comme l'APES, par exemple, et Action Logement, qui accompagne les bailleurs sociaux dans tout ce qui est développement social et urbain, travaille énormément sur ces questions de mobilité durable à travers le stationnement, l'accompagnement de mesures à l'éducation à la mobilité. Voilà, je pense que, en tout cas en Île-de-France, ça bouge. Ok. Ouais, mais les bailleurs sociaux par ici, c'est pas c'est les meilleurs élèves en fait. C'est vraiment les promoteurs privés qui ne respectent pas. Oui, les promoteurs privés, je les connais moins, à vrai dire. Il est 13h35, donc je crois qu'on a fait le tour des questions qui avaient été posées. Moi, j'ai une dernière question, si je peux me permettre. Eh bien, vas-y. Attends, alors on a perdu Florence, mais... C'était pour elle, dommage. Je vois qu'on vient de la perdre, mais est-ce qu'elle va se reconnecter ou pas? Mais elle a peut-être eu un problème de... C'est pas très grave, sinon je lui poserai en direct. de connexion. On va attendre quelques secondes pour voir si elle revient. En attendant, en tout cas, merci à toutes d'avoir pris le temps de venir participer à cet échange. Et on espère que vous avez appris des choses, que vous avez passé un bon moment aussi. Voilà, donc on vous enverra un email prochainement, d'ici probablement demain, avec le lien vers le replay. Vous aurez aussi quelques liens qui ont été mentionnés par Florence pour pouvoir... Ah, là voilà, Florence est de retour, je crois. Est-ce que tu es là, Florence? Ouais, je sais pas, c'est bien. Je suis déconnectée, mais Ok, pas de souci. On allait clôturer, mais il y avait juste une dernière question de la part de Marilyn, et puis ensuite on pourra clore cet échange. Oui, bonjour Florence. Je voulais te demander, est-ce que sur la question du leasing social, vous travaillez justement avec les sociétés qui mettent les flottes de vélos en partage dans l'espace public? alors, pour l'instant, on travaille plutôt avec la Fédération des acteurs du vélo en entreprise, donc pour développer le leasing en France, déjà le leasing pas social. Et donc, du coup, c'est une problématique qu'on a parce que sur les dispositifs en place et qu'on pourrait développer, ce qui marche en Europe et ce qu'on veut développer en France, pose problème pour les personnes qui sont aux minima sociaux. Donc, les gens en SMIC, mais également tous les autres. Et également les personnes qui ont plusieurs métiers. Voilà, donc toutes les personnes qui sont parlées de structures, toute la variété du monde du travail. Et donc, du coup, effectivement, on travaille avec eux à identifier des solutions. Et une des solutions envisagées, c'est de s'inspirer de ce qui se fait au niveau du leasing social. Donc, soit en passant par eux, soit en passant par d'autres. Après, pour les acteurs du vélo public, donc ceux qui sont dans l'espace, donc ceux qui sont gérés, donc Vélib, le modèle Vélib, Véligo, là, on a une structure qui prône également la prise en compte de la précarité, mais là, souvent, les collectivités locales ont des tarifs adaptés pour ces publics-là. Donc, ils ne sont pas forcément très connus, mais il existe des tarifs adaptés pour les personnes en précarité. Après, on ne va pas travailler avec Lime et avec les autres sur ces thématiques-là. Ça, on sait, c'est pas, en tout cas, ce n'est pas une des priorités qu'on a identifiées. Ok. Est-ce que toi, tu voudrais qu'on travaille avec eux plutôt? Non, parce que je n'ai aucune volonté. Non, mais c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, parce que justement, avec le renouvellement là, de Paris sur ces questions de flotte partagée, nous, on a été contactés par absolument tous les prétendants à l'appel à projet.
Et donc, tous mettent en avant qu'ils souhaitent, et ça fait des années d'ailleurs qu'à travers la ville de Paris, on est toujours sollicité sur ces questions, qui souhaitent mettre en place un vrai tarif solidaire, sauf que quand ils présentent leur feuille de route, c'est absolument pas un tarif solidaire, selon moi. Vu les personnes qu'on accompagne et leurs faibles revenus, ça ne convient absolument pas. Donc, je me disais, tiens, c'est intéressant si la question est portée par ailleurs, peut-être qu'il y a plusieurs acteurs autour de la table quand c'est réfléchi. Ouais. Donc pour l'instant, on n'est pas partenaire de ces réflexions qui sont portées par les collectivités locales, enfin pas par la ville de Paris, du coup, dans le cas concret que tu présentes. Là, l'enjeu, c'est plutôt de réfléchir à l'échelle nationale. Parce qu'on a aussi cet enjeu. Enfin, là, l'idée, c'est plutôt de travailler à l'accès au vélo, à un vélo personnel. Parce que ces systèmes de vélo partagés, c'est très urbain. Et à un certain moment, il faut aussi, en tout cas dans notre action, avoir des propositions pour les territoires qui ne sont pas gérés par des collectivités très engagées pour le vélo, pour les mobilités actives. Il faut qu'on ait des réponses pour les territoires qui sont justement peu en avance sur ces thématiques-là. Ouais. Que ce soit en rural, en périurbain, dans d'autres zones urbaines qui ne bénéficient pas des mêmes accompagnements qu'à Paris ou qu'en Île-de-France ou qu'à Lyon ou qu'à Strasbourg ou qu'à Grenoble ou qu'à Nantes, quoi. Ouais. Voilà, enfin, je pense qu'on du coup, on va peut-être pouvoir clore pour ce temps d'échange aussi. Et puis après, Marilyn et Florence, ça vaut peut-être le coup que vous en reparliez aussi individuellement de ce sujet-là, effectivement. Ouais. Et merci à toutes les personnes qui sont encore avec nous, toutes celles qui ont pris de leur temps aujourd'hui pour assister à cet échange. Merci évidemment, Florence, pour ton temps, pour ton partage, toujours très enrichissant. Donc, merci pour tout ça. Et puis, comme je disais, on vous envoie un email à toutes dans lequel vous pourrez retrouver tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui. Et puis, abonnez-vous à la newsletter des Femmes à Vélo pour suivre l'actualité des prochains webinaires qui seront mis en ligne, des prochains afterwork et de la suite de nos actions. Et puis, bon après-midi à tout le monde et à très bientôt. Merci tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Alors, pour la petite blague, comme